IDFM 98 de la bande FM, émission de la du miroir avec Andreas Becker que nous avons déjà reçu sur cette antenne en 2012 pour son premier roman L'Effrayable. En 2012 et en 2013, il y a eu Nébuleuse. En 2014, il y a eu Gueule. Et là, en 2016, nous avons Les Invaincus. C'était 2014, Andreas ? C'était 2015. 2015, ouais. Gueule. C'est pas grave. Andreas Becker, bonjour. Bonjour Joël. Alors, t'es écrivain, t'es né à Hambourg il y a un certain temps. Tu peux donner la date si tu veux ou la cacher, c'est comme tu veux. C'était en 1962. C'était une bonne année. En 62, à Hambourg, tu vis et tu travailles en France depuis plus de 20 ans. La Différence, qui est donc ton éditeur, Édition de la Différence, a publié ton premier roman, le deuxième aussi, pas le troisième. En fait, Gueule, c'était pas un roman, c'était un récit avec des photos. C'était un projet un peu à part que j'ai publié chez un éditeur suisse qui s'appelle Les Éditions d'en bas. Mais mes romans sont publiés aux Éditions de la Différence. D'accord. Et là, on est avec Les Invaincus le héros des Invaincus, celui qui dit « je », est le rescapé miraculeux d'un accident de voiture qui déchiquette un vieil homme en train de sortir sa poubelle dans l'allée paisible d'un quartier résidentiel d'une ville sans caractère particulier. Le conducteur n'est pas mort, mais sa vie bascule dans une forme d'irréalité. Les êtres qu'il rencontre sont-ils illusoires ? Est-ce qu'ils sont morts ? Est-ce qu'ils sont vivants ? Les gestes quotidiens deviennent étranges. L'identité incertaine. Qui suis-je ? Se demande le héros. Comme dans un kaléidoscope, les personnages se superposent, les scènes se rejouent sous des angles différents. Je suis un œuf, quelque chose comme un œuf, peut-être sans forme distincte, pas de limite entre ce moi et le monde alentour. C'est comme si j'étais né invécu. Ce titre des Invaincus, on va se poser plein de questions tout au long de ce livre. Un invécu, c'est quelqu'un qui n'a pas vécu. Alors, déjà, l'utilisation du mot héros est très difficile parce que on a déjà dans l'idée quand on parle d'un héros, de quelqu'un qui maîtrise sa vie, qui représente une unité en soi. Ce qui n'est pas forcément le cas du narrateur dans Les Invaincus parce que justement, il est invécu, mal vécu ou pas vécu. Donc c'est un héros, si on veut appeler le personnage principal, en langage courant, on appelle le personnage principal d'un livre en règle générale un héros. C'est tout sauf un héros. Et est-ce que c'est un homme, une entité? Déjà la question se pose parce que on est tout de suite dans le cœur du sujet, parce que il a donc vécu ce traumatisme qui au début du livre il peut pas l'admettre. Et donc tout le livre tourne autour de la question d'admettre un fait divers ici assez dramatique. Et donc par le simple fait de pas pouvoir accepter ce qu'il a vécu, il devient invécu. Donc un invécu, c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre complètement parce qu'il peut pas mourir. Il peut être coupable et victime, comme tu le dis, coupables et victimes deviendraient des invaincus. Leur accident désormais les unirait, les confondrait dans un magma de métaphores et de mensonges. Vie et mort s'entrecroiseraient comme dans un jeu de miroir. Il y a beaucoup de personnages, on se demande, finalement le personnage principal change de nom, il se dédouble, il se triple, il est partout. Alors, j'ai lu beaucoup d'articles sur les faits divers. Donc ici, c'est donc un accident de voiture. J'ai lu énormément de choses là-dessus. J'ai lu des interviews avec des gens qui ont causé des accidents. Et on retrouve très souvent une phrase si je pouvais, je donnerais ma vie. Pour celui qui est mort. Pour celui qui est mort. Donc il y a une sorte de couple qui se forme entre celui qui a tué et le mort. Et évidemment, celui qui a tué ne peut pas refaire la vie de l'autre. La mort, elle est définitive. Mais on a tout de suite un couple comme ça qui reste, en fait, qui n'est plus, qu'on peut plus défaire pendant toute la vie. Et donc, en fait, il y a une sorte de magma qui se crée et celui qui tue, à mon avis, ne sait plus exactement qui il est. La réalité, après, devient
jeu, devient assez insaisissable. Et donc, par un jeu de miroir, ça retombe sur lui-même. Et donc, il peut plus non plus se définir complètement lui-même. Il peut se définir, il y a plein d'histoires, et à un moment il se retrouve vraiment très loin dans le livre, dans une morgue, et il arrive à communiquer avec une autre personne. Je pense que c'est l'amour de sa vie qui est à deux pas, à deux casiers différents. Il y a des scènes assez époustouflantes, et il est partout à la fois. Il est même son père, il est tous les personnages de sa vie. Et quand on lit ce livre, on se demande. Il y a un côté réincarnation quand même dans ce livre, c'est-à-dire qu'on se demande si on n'est pas en train de devenir le bourreau ou l'assassin de quelqu'un, ou qu'on n'est pas la victime de quelqu'un qu'on aura assassiné dans une vie antérieure. C'est un peu ce que ça, ou qu'on va pas devenir soi-même un assassin. Oui. Alors, je vois déjà deux questions très très importantes dans ce que tu dis. Alors, effectivement, il y a une scène d'amour. Il y a de l'amour dans le livre. Et dans ce que je viens de dire sur une vie qui paraît invivable, il y a quand même de l'espoir. C'est pas tout. C'est pas tout noir. C'est pas tout noir. C'est pas fini. Et le seul espoir, à mon avis, qui existe pour surmonter ce drame consiste en fait en l'amour. Alors effectivement, le personnage principal, à un moment donné, il se retrouve à la morgue. Il est dans ses tiroirs. À mort, en fait, et il entend frapper à côté une femme qui est morte aussi. Et tous les deux, en fait, par ce jeu d'amour, reviennent à la vie. En fait, ils repartent pour un tour. Donc, il y a quand même dans l'acte de l'amour une possibilité de surmonter, en tout cas provisoirement, tant que l'amour dure, ce drame de la vie. Donc, il y a quand même de l'espoir. Ensuite, effectivement, le personnage principal est plusieurs fois réincarné. Donc, il ne sait pas exactement s'il est son propre père ou s'il y a une réelle différence entre lui-même et son père. Donc, il y a tout un chapitre qui est assez rythmé autour de la question du père. Qu'est-ce que c'est un père? Est-ce que c'est un père qui a un fils, qui est le fils qui est père? On est uniquement père quand on a un fils qui est père. Donc, il y a toute cette suite entre les générations et personnellement, je suis relativement convaincu qu'il y a une sorte de mémoire collective, de conscience collective, et qu'on porte beaucoup plus en soi que uniquement ce qu'on a vécu en étant conscient. Donc, je pense déjà, évidemment, il y a l'inconscience, mais je pense qu'il y a aussi une sorte d'inconscience commune qu'on a au moins avec ses propres parents et même au-delà. Moi, j'irais même beaucoup plus loin avec l'humanité. Donc, on est part de l'humanité. Est-ce qu'on est ensuite réincarné? Je n'en sais rien. J'ai pas de question j'ai pas de réponse à cette question, mais il y a quand même quelque chose qui nous porte plus loin que notre propre existence. Alors moi, je l'avais pas senti comme ça, l'histoire du père. Tu écris à la page 123, donc c'est un dialogue. Et il dit: je n'ai pas d'enfant, je n'ai jamais su être père de fils et fils de père. Personne ne m'a rapporté de souvenirs de vacances, ça m'a évité des blessures. Si j'avais été père, j'aurais eu un fils qui aurait commis des choses interdites dans mon dos. Père, pour moi, ça voulait dire avoir un fils, de père en fils, enfin. Père, ça voulait dire avoir un fils qui est père. C'est dans ce sens-là que je ne serai jamais fils ni père. Moi, je pensais plutôt que finalement, parce que il y a une description du père qui est assez bizarre. Enfin, c'est un père que j'aimerais pas avoir. Donc, je me disais, c'est plutôt un enfant qui a été père de son propre père. C'est-à-dire, souvent, il y a des enfants qui se croient plus grands que leurs parents, qui se voient pas plus grands en taille, mais plus grands en esprit. Oui, c'est une très bonne interprétation. Je pense que tu as tout à fait raison avec cette interprétation. Peut-être plus grand, en tout cas plus malin, plus intelligent, plus puissant que son propre père et qui dépasse donc l'enfant qui pense dépasser en tout cas son père. Oui, c'est certainement quelque chose dans ce sens-là que j'ai voulu dire dans ce passage-là. Oui. Parce qu'il est gratiné, le père. Hein. Il y a quand même une analogie avec tes autres livres, c'est que le père, il a plus de jambes qu'il a perdu à la guerre. C'est toujours la guerre qui traîne un peu quelque part dans tes romans, quand même. Oui. Tout petit peu, là, mais le père est un cul-de-jatte, non? Oui, dans ce livre-là, oui, bien sûr, et dans L'Effrayable aussi. Dans Nébuleuse, non.
Dans Nébuleuse, c'est dans l'autre sens, c'est raconté par la fille, et donc le conflit se joue beaucoup plus entre la fille et la mère, et le père a plutôt une position en dehors du conflit. L'Effrayable et les Invaincus reprennent le conflit fils-père. Donc le père, c'est pas vraiment le père qu'on rêverait d'avoir. Enfin, je pense pas. Par contre, la mère, il y a aussi cette mère. Pour moi, il y a un accouchement dans ce livre aussi. Hein, on est d'accord. Alors, il y a une scène qui est violente, à laquelle tu fais allusion, qui est une scène sexuelle, en fait, d'acte sexuel, de premier abord. Sauf au bord de quelques lignes, on se rend compte que ça ressemble quand même plus à un accouchement. À une propre naissance, à sa propre naissance. Voilà, donc nous avons le même jeu de miroir entre la vie et la mort, entre l'amour et la mort, entre l'acte sexuel et le décès, qui est donc l'idée de surmonter la solitude et la finitude de sa propre vie par l'acte d'amour, par lequel naît ensuite un enfant. Et effectivement, la scène raconte exactement ça. Donc, c'est une scène une scène sexuelle, en fait, un acte d'amour qui se transforme en naissance. Donc, donc l'enfant devient, d'une certaine manière, son propre père, et d'une certaine manière aussi l'amant de sa mère. Donc, évidemment, ça ne parle ni d'inceste, pas du tout. C'est un jeu il faut prendre ça comme un jeu symbolique. T'as des choses intéressantes dans ton livre, il y a plein de poésie. Tu parles des salles d'attente, tu dis dans une salle d'attente, on va seulement pour attendre. Ça rend l'atmosphère respirable. On est solidaire entre attendants dans une salle d'attente. Ce n'est pas comme chez le médecin parce qu'on n'est que rarement malade dans une salle d'attente de gare. Les malades voyagent peu, sauf quand on les y contraint. La plupart des gens dans les salles d'attente ne font rien d'autre qu'attendre, comme si attendre en soit suffisant. Il y a des choses il y a des moments et ensuite, les salles d'attente sont les seuls lieux littéraires, en fait, qui restent encore dans ce monde. C'est un regret que les uns et les autres quittent la salle d'attente, l'heure venue de renaître dans un monde d'action, de s'en remettre aux catastrophes. Ouais. C'est vrai que dans les salles d'attente, finalement, on est tranquille. Moi, personnellement, j'aime attendre. Et c'est effectivement un moment où on est un peu en dehors de l'action. On a un peu de temps à perdre. Enfin, autant qu'on puisse perdre du temps. On dit ça comme ça, j'ai du temps à perdre. En réalité, évidemment, ce temps est extrêmement utile. Mais on n'est pas dans l'action. On a juste une demi-heure à attendre le train ou attendre que l'être aimé arrive. Et donc, on n'a rien prévu pour ce temps-là. Et c'est justement dans ces temps-là, à mon avis, comme on n'est pas dans l'action, dans la nécessité de l'action, qu'il arrive aussi des pensées qui ne seraient pas arrivées, qu'on aurait peut-être oubliées ou qu'on aura un peu mis de côté. Et c'est justement c'est assez au début du livre, c'est là que le personnage principal vire un peu vers ce voyage qui l'amène ensuite de plus en plus vers l'acceptation du fait divers dont on a parlé au début. Oui, qu'il revit sans arrêt jusqu'à nous donner la clé, d'autres clés de ce qui s'était passé. Oui, je pense que c'est quelque chose qui arrive dans toutes les vies, chez chacun. Entre nous, c'est qu'à partir du moment où on n'a pas accepté quelque chose, ça revient tout le temps. Dans les rêves, justement dans les salles d'attente, dans les moments d'inattention. Évidemment, on peut essayer de mettre tout ça de côté en étant actif. On peut acheter, travailler, payer des impôts, tout ça, enfin, participer à toutes ces choses absolument utiles. Mais c'est aussi pour se cacher parfois la vérité, parce qu'on sait très bien que dans les moments d'inaction ou dans les moments où on ne maîtrise pas complètement sa vie, il y a justement des images qui remontent à la surface qu'on aurait aimé oublier, mais qu'on ne peut pas oublier. Et on essaye de changer le film, parce que finalement, ce film de l'accident, il le change. À un moment, carrément, il pense qu'il tue son père. Une autre fois, il pense qu'il n'est pas responsable, qu'il y a une petite voix qui lui a dit de faire les choses. Enfin, à chaque fois, il change aussi le film.
Oui, alors là-dessus, j'ai lu énormément de choses aussi que tu connais certainement aussi très bien. Ce sont les différents stades de deuil. Et il y a toujours un moment donné dans le deuil où on n'accepte pas, où on refute complètement ce qui s'est passé, où on est même assez violent. On dit non, c'est pas vrai, c'était pas moi. En fait, la vie est dégueulasse. Moi, j'ai jamais fait ça. Et c'est la même chose dans un fait divers comme ça. Moi, celui qui a causé ça aussi, à un moment donné, il faut qu'il fasse le deuil du fait divers. En fait, d'une certaine manière, d'une partie de sa vie. Et il y a exactement les mêmes stades que dans le deuil qui arrivent à cette personne-là. Et à un moment donné aussi, il y a la non-acceptation. Il dit, c'était pas moi, c'était mon père, c'est l'autre qui est responsable, etc. Et donc, dans le livre, on traverse ces différents stades. Donc, parfois, on ne sait plus exactement qui a réellement tué qui. Et je sais parce que j'essaye de suivre en fait la psyché du personnage principal. Alors, il y a des moments où vraiment tu as une écriture drôle. Donc je lis le début d'un chapitre, robinet qui goûtait, carreaux d'une propreté douteuse, séchoir en panne, homme d'affaires pressé à la prostate récalcitrante. Namalia, c'est un des personnages du livre, m'avait indiqué le chemin sans que je demande. Je devais avoir le regard de celui qui cherche les water. Ça se voyait de loin. Les serveuses avaient de l'expérience. Une vessie à ras de bord ne trompe pas le regard connaisseur. Avoir le regard de celui qui cherche les water. Ben oui. Mais c'est important aussi à dire dans les moments extrêmement dramatiques, il y a toujours aussi de l'humour. C'est quelque chose qui nous sauve aussi dans nos vies. Si on n'avait pas l'humour, comme si on n'avait pas l'amour aussi, c'est pareil. On pourrait pas survivre. On a besoin de ces moments aussi. Donc dans le livre, j'essaye toujours de mettre dans mes livres, même si c'est difficile à lire, même si le sujet est difficile à porter, il y a toujours des plages d'humour. Ouais, ben c'est pour ça que ça faisait une... Sinon, ce serait insupportable. Oui, Et la vie serait insupportable s'il n'y avait pas d'humour. Donc de temps en temps, il faut aussi rire. Et dans ce livre, on en a besoin parce que c'est pas toujours facile. Donc finalement, j'ai éclaté de rire en lisant ça. C'était comme un ouf. Je sais pas, moi ça m'est arrivé plein de fois. On va dans un bar et on s'approche du comptoir et déjà... La personne te dit non, c'est la porte à droite. On pose aucune question. Déjà, on vous dit c'est la porte à droite. Ah non, moi, ça apparemment, arrivé, on doit avoir un regard qui montre qu'on a un besoin naturel. On a le regard de celui qui cherche les water. Oui. Donc, non, mais c'est surtout que de temps en temps, même si tout est dramatique et la vie est difficile, et c'est vrai, elle est difficile souvent, mais elle est drôle aussi. C'est aussi un livre sur notre condition de vie, hein, c'est-à-dire sur le monde qu'on vit en ce moment, et presque un livre aussi sur le monde qui pourrait être demain, parce qu'à un moment du livre, il y a eu une catastrophe nucléaire. Enfin bon, il y a plus d'électricité, ça dégénère. Et donc il y a quelqu'un qui dit au personnage, on peut même plus vraiment savoir quel est son nom. Le personnage, tu l'appellerais comment? Parce qu'il change de nom sans arrêt. Le personnage principal n'a pas de nom. Il dit je, mais il a pas de. Il en a une multitude de noms qui sont tous inventés, ce sont pas des noms communs. Pour montrer aussi cette difficulté de s'intégrer dans une réalité. Il s'appelle pas Jean ou Jacques. Alors il n'a pas de nom. Dans un rare moment, donc il y a quelqu'un avec qui il discutait. Il nous dit dans un rare moment où on s'était parlé, cette personne lui avait dit: tu verras les emmerdes que tu vas avoir avec tes idées de beauté, avec tes ambitions, avec ton envie de créer, de produire, de laisser une trace, de courir après quelque chose de dissible. Tu verras. Entre parenthèses, il y a marqué on avait bu, que des conneries, pas une vie, non, que des pitreries. Tout ce que je veux, moi, c'est quelques sous pour picoler tranquille et une femme pour lui taper sur les fesses de temps en temps. Ne pas surnager de la masse, rester invisible, tu comprends ? Il y a aussi cette façon aussi de se poser la question de savoir ce qu'on fait dans cette vie, comment on est programmé, qu'est-ce que tu feras plus tard. Alors, donc deux questions là aussi. Donc déjà sur la société en général, donc sur les accidents chimiques, de l'industrie chimique, des centrales nucléaires, etc. Sur ce dérèglement général, c'est très important de mon point de vue parce que c'est pas uniquement le destin personnel d'un homme particulier, non. Non, c'est une société. Voilà, c'est une société, et ce qu'on a évoqué au début comme insouciance ou comme inconscience
de l'humanité dans son ensemble est important aussi parce que cette inconscience aussi se dérègle par le fait divers. C'est pas uniquement un fait divers qui concerne une seule personne. Donc ça dérègle tous les rapports qu'il a avec la société et forcément ça dérègle la société. Évidemment, c'est un peu exagéré. Il n'y a pas tout de suite des accidents dans les industries chimiques. Mais ça dérègle quand même les rapports qu'on peut avoir avec la société et qui ont les membres de la société entre eux. Donc, pour moi, c'est très important qu'on ouvre la réflexion au-delà du cas personnel. Donc ça, c'est le premier point que tu as évoqué. Le deuxième, effectivement, il y a donc deux personnages qui sont opposés. Il y en a un qui s'appelle Montu, et Montu, il veut rien. Il veut justement être... Juste pouvoir disparaître, picoler tranquillement. Voilà, le moins de... Pas de beauté, pas de réussite sociale, rien. Surtout pas d'engagement, rien du tout. C'est une réponse possible à la question de la vie, enfin, de pas faire de vagues, de pas laisser de traces. Je me souviens plus dans quelle culture indienne l'objet de la vie et l'objectif de la vie, c'était de ne pas laisser de traces. De partir comme on était venu. C'est une belle idée d'une certaine manière, qui est complètement contraire à notre société. On veut absolument laisser des traces. On fait exactement le contraire. On ne veut pas mourir, parce que ne pas laisser des traces, c'est ne pas mourir. Ouais, oui, mais c'est une sorte aussi de ne pas polluer, par exemple, le monde. Ça veut dire aussi ne pas laisser de traces. Donc ça peut être aussi positif, ne pas laisser de traces. Les traces peuvent être négatives. Effectivement, quand on lit ça, nous, on est plutôt du côté de celui qui veut créer, qui veut faire quelque chose, qui veut donner un sens à sa vie, qui veut être actif, etc. Mais est-ce que c'est ça le réel sens de la vie ? J'en suis pas vraiment sûr. Donc, est-ce que c'est pas justement dans la passivité, dans la non-action, qu'on réussit quelque chose de plus sensé de cette vie ? Donc, les différents personnages dans le livre sont un peu tous dans ce questionnement-là, et ils ont tous des réponses différentes, en fait. T'as choisi une musique des Beatles. Pourquoi celle-là plutôt qu'une autre ? Parce que j'ai mis une citation de John Lennon au début du livre, qui est Nothing is real, donc rien n'est réel, qui aussi, le livre commence par cette phrase, rien n'aurait commencé. Et dans cette chanson-là, John Lennon raconte une petite image de son enfance en face de la maison où il habitait. Il y avait un orphelinat et il a beaucoup joué dans le jardin qui était un champ de fraises, donc Strawberry Fields. Et il raconte cette histoire et donc ça parle autour de la mémoire et comme un livre parle aussi autour de la mémoire. Et j'aime beaucoup cette phrase, donc rien n'est réel, de John Lennon. Let me take you down, 'cause I'm going to... Voilà, on se retrouve sur l'antenne d'IDFM pour cette seconde partie de Au-delà du miroir avec Andreas Baecker, avec son livre Les Invaincus, qui est un roman qui nous fait beaucoup, beaucoup réfléchir. Début avril 1981, il y aura 20 ans et 2 jours, j'aurais eu 20 ans et 2 jours, j'écrirai un roman, rien n'annoncerait l'accident. C'était c'est à ce moment-là qu'est arrivé donc l'accident de ce gamin qui avait 20 ans et 2 jours. Pourquoi tu l'as mis sur un homme aussi jeune que ça ? Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose dans ta vie quand tu avais 20 ans ? Alors il m'est arrivé quelque chose très surprenant. J'avais loué, quand je suis arrivé à Lyon, en 1991, j'avais loué un appartement dans un quartier à Lyon qui est très, très agréable à vivre, qui s'appelle la Croix-Rousse. Et d'ailleurs, le roman Les Invaincus se passe en grande partie dans ce quartier. Et 20 ans après, pour des raisons personnelles, je cherchais de nouveau un appartement à Lyon. Et tout à fait par hasard, j'ai trouvé un appartement dans le même immeuble. Que celui où tu avais déjà vécu. Eh oui. Donc en 1991, j'avais vécu au deuxième ou troisième étage et 20 ans après, au deuxième étage. Et j'ai travaillé très 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 longtemps le manuscrit de Les Invaincus. J'ai mis à peu près les premières phrases datent de 1991 que j'ai écrit dans l'autre appartement. Et j'ai repris le manuscrit dans l'appartement à côté 20 ans plus tard.
Donc c'est un peu ça, la répétition dans le manuscrit. En fait, j'ai laissé le manuscrit de côté pratiquement pendant 20 ans et je repris le texte et je retravaillais le texte dans le même immeuble. Et je trouvais que c'était un signe, quelque chose d'assez curieux, de se retrouver 20 ans après dans le même lieu, avec 20 ans de plus d'expérience, de vécu, mais avec le même texte qu'on a devant les yeux et qu'on retravaille. Mmh. Et donc j'ai intégré, en fait, dans tous mes livres, j'essaie d'intégrer le processus de la création dans la création, et donc je laisse des traces comme ça. Que moi je trouve. Que tu trouves d'ailleurs très bien. Et donc en fait, je réfléchis beaucoup à ce genre de rythme dans la vie. Mais ça, c'est un autre exemple que je reviens, que j'ai mis plutôt dans l'effrayable. Ma mère est décédée très jeune, à l'âge de 46 ans. Et elle avait 23 ans. Donc ça faisait 2 fois 23. Donc elle a vécu 23 ans sans moi et 23 ans avec moi. Et j'ai commencé l'écriture de l'effrayable. Aujourd'hui, avec les ordinateurs, c'est relativement facile. J'ai calculé au jour près le temps, la longueur de sa vie. Et le jour même où j'avais le même âge qu'elle, j'ai commencé l'écriture de l'effrayable. Et j'ai pas mis cette phrase-là, mais j'ai mis ça dans un autre texte qui commence par « Aujourd'hui, j'ai l'âge éternel de ma mère ». Et j'avais donc dépassé l'âge éternel de ma mère, parce qu'elle s'est arrêtée à 46 ans, donc après elle avait l'âge éternel. Et mon père, curieusement, il est mort à 69 ans, qui fait donc 46 plus 23. Et donc j'ai mis ça dans l'effrayable. Est-ce qu'on peut de ça déduire une sorte d'algorithme, on dirait aujourd'hui, de la vie? Donc je vivrais peut-être 69 plus 23 jusqu'à 92. Ce serait déjà pas mal. C'est bien 92. Donc je crois d'une certaine manière, je crois pas au hasard des choses, donc je crois d'une certaine manière dans des questions de rythme. Mais ça c'est souvent surtout les fils ou les filles qui meurent au même âge que le père ou la... Enfin, moi dans ma famille c'est récurrent. Au moins j'ai ma grand-mère, enfin ma tante qui est morte au même âge que sa mère, mon père qui est mort au même âge que son père, voilà. Donc c'est comme si on avait des frontières à dépasser. C'est des nouvelles naissances finalement. Mais qu'est-ce qui se passe quand on revient 20 ans plus tard sur les lieux de sa jeunesse? Comment tu l'as vécu? Parce que moi je m'imagine pas retourner où je vivais, où j'avais 20 ans, même s'il y a un manuscrit qui m'attend. Comment tu te sens? Non, bon, maintenant je vis plus plus à la Croix-Rousse à Lyon, donc j'ai fini le livre Les Invaincus. Mais comment tu t'es senti quand t'es retourné sur le lieu de ta jeunesse finalement? Ah, mais moi il y avait pas de... En fait, c'était pas tout à fait ma jeunesse. J'étais à Lyon, je suis arrivé à Lyon, j'avais 28 ans. Donc c'était une nouvelle vie. En fait, j'avais laissé ma vie allemande derrière moi et j'étais arrivé dans une nouvelle vie. Et 20 ans après, j'étais revenu au point de départ de ma nouvelle vie française. Je trouvais que c'était curieux. Je peux pas dire que ça m'a impressionné d'une manière positive ou négative. Je trouvais que c'était curieux. Ça m'a fait penser, parce qu'en fait, j'avais trouvé l'appartement tout à fait par hasard. J'avais fait mon footing à Lyon. J'étais passé devant une agence. J'ai vu l'agence. Je suis rentré dedans. J'ai loué l'appartement. Et après, je me suis rendu compte que j'avais déjà vécu dans le même immeuble. Donc, ça m'a fait retravailler le manuscrit, essentiellement. Mais après, je suis parti au bout de 2 ans, parce que c'était d'une certaine manière, revivre la même chose, c'était ennuyeux. Donc, je suis resté 2 ans, et après, je suis parti pour Paris. Alors, je suis née de fausse naissance, j'en ai bénéficié, j'ai bénéficié, je suis née de mauvais bénéfices, moi, le bénéficien, je suis née de caprice, je suis née de tromperie, je suis née d'inceste et de violence, je suis née de viol, il fallait que je tue cette naissance. À toi? Oui, merci, ouais. Là, tu as trouvé une bonne citation. C'est un sujet... assez personnel dont je parle dans tous mes livres, dans tous mes textes. La question de la naissance. Alors, dans un premier temps, évidemment, on était présent à sa propre naissance. Bon, évidemment, donc il y avait
on pense ne pas le savoir, mais évidemment on était présent. Donc on a des traces en soi-même de cet acte-là qui était quand même d'une grande violence. Enfin, la séparation de la mère, enfin, on est coupé, ensuite on tape dessus pour crier, faut pousser pour sortir. Donc, on doit avoir en soi-même des traces énormes de cette naissance, de cet acte-là. Alors, il se trouve que j'ai fait une psychanalyse et il me semble que je suis remonté jusqu'à retrouver ces traces-là. Ensuite, mais ça, c'est un traumatisme. Bon, mais ça, il faut pas trop mélanger, à mon avis, des événements autobiographiques avec ce qu'on écrit. Évidemment, on ne peut que sortir de sa tête ce qui est rentré d'une certaine manière. Mais ma naissance, à moi, a été extrêmement difficile. Et donc, je reprends souvent ce sujet-là dans mes textes. Mais pas pour parler de moi, mais pour mettre ça dans un contexte d'histoire, en fait, de fiction. Donc les limites entre les passages autobiographiques et les fictions sont extrêmement difficiles à définir, même pour moi-même, surtout parce que j'écris aussi à la première personne. Donc, mais il faut pas se leurrer, c'est pas le personnage principal dans un livre qui dit je n'est jamais l'exact protagoniste de l'écrivain. Oui, ça c'est tout le problème du jeu. Je pense que quand on lit ton livre avec le jeu, c'est ni toi ni nous, c'est le personnage. Donc on rentre dans un personnage. Mais tu pourrais pas dire il, et ça serait plus le même livre. Je pense qu'il y a il y a un triangle qui se construit dans la lecture entre l'écrivain, le personnage principal du livre et le lecteur. Et chacun apporte son tiers. Voilà, l'écrivain, il fait pas tout. Donc, le lecteur, il apporte beaucoup aussi du sien quand il lit le jeu. Mais il y a aussi une vie presque indépendante du personnage. Parce que quand on écrit, le personnage aussi, parfois, fait ce qu'il veut. Moi, souvent, je suis le premier surpris de ce que j'écris. Il y a de quoi. Donc, en revenant un lecteur aussi. En revenant sur la naissance, il y a cette fameuse Madame Graziella. Ça se passe dans le train, donc je raconte pas tout, mais à un moment, il se trouve très proche de cette femme puisqu'il la bouscule et à la fin il dit cela m'était agréable, mais je sus à l'instant même que je ne pouvais rester longtemps ainsi bercé puisqu'il est très près d'elle, chauffé et logé dans une absence de honte. Ça sentait la naissance. Oui, un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Alors, on a écouté John Lennon qui chante de son enfance, peut-être une autre chanson sur le même sujet. J'en ai discuté avec beaucoup de psychologues, de psychanalystes aussi, avec des amis qui ne sont pas du tout de mon avis, donc je le dis en introduction. Mais de mon point de vue, on a tous une énorme nostalgie de ce moment-là où on s'est retrouvé dans le ventre de sa mère. On était tranquille. On était logé, on était nourri, on était chauffé, on n'avait aucune responsabilité. Évidemment, ça aussi, il faut le prendre au sens symbolique, c'est pas. Mais l'idée, d'une certaine manière, c'est de revenir à ce stade-là, ce qui est évidemment impossible. Ensuite, j'ai lu, je me suis documenté là-dessus, un enfant à peu près au niveau à l'âge de 3 ans, il est capable de dire je. Donc c'est un acte aussi extrêmement violent parce qu'en disant je, on reconnaît aussi que l'autre est l'autre. Et à partir de ce moment-là, on devient seul, mais si on veut dire ça d'une manière positive, on devient responsable de sa propre vie. Donc c'est bien peut-être aussi. Mais dans mes textes, il y a quand même cette nostalgie énorme du moment où on n'était pas seul. Et là, on revient sur ce qu'on avait dit. À mon avis, la seule possibilité de surmonter cette solitude, c'est l'amour. C'est l'acte d'amour. Et là aussi, ce que tu as lu tout à l'heure comme extrait, cet acte sexuel comme naissance. Donc on retrouve cette ambiguïté entre les deux faces de la vie qui sont d'une certaine manière la solitude qu'on doit supporter parce qu'on est seul, on est responsable de sa propre vie. Et cette nostalgie quand, au fond de soi-même, de temps en temps, on aimerait bien se laisser bercer. Tu me dis à la page 109, il n'y a que je quand on est mort. Tout le reste, c'est dissous en je. Les lettres, les mots, les phrases, les radotages,
les raccourcissements, les souffrances, les espoirs, les avenirs, les craintes. En dehors de je, il n'y a plus rien. Je absorbe tout quand on est mort. Alors ça, c'est une réponse possible. Évidemment, c'est pas la seule. Mais c'est une réponse possible à la question qu'est-ce qui se passe après la mort. Quand on voit quelqu'un mourir et on continue à vivre, on part du principe que pour le mort, c'est fini, ou il est ailleurs. On n'en sait rien. Et si c'était le contraire? Ça veut dire si on se met à la place du mort. Et s'il était encore plus présent? Pour nous, il n'y a plus rien. Pour lui, il n'y a plus rien. Il n'existe plus rien. Donc on se met dans une subjectivité totale, ça veut dire le monde n'existe que par ma propre subjectivité. Il y a plein de philosophes grecs qui ont développé cette théorie-là. Donc il y a le fameux chat, et les philosophes ils prennent souvent le chat comme exemple. On voit un chat qui tourne à droite, qui passe derrière le dos et qui revient sur la gauche. Et la question c'est est-ce que le chat a existé pendant le temps qu'on ne l'a pas vu? Et donc, il y a des philosophes qui sont extrêmement subjectivistes qui disent non, le chat n'existe pas. À partir du moment où c'est pour moi, à partir du moment où moi, je ne peux pas le percevoir par mes sens, il n'existe pas. Donc, et moi, j'ai poussé un peu plus loin. Ça veut dire à partir du moment où je suis mort, pour moi, il n'existe plus rien. Donc, c'est ça un peu le jeu qui absorbe tout et qui détruit le monde. Oui, mais moi je dirais aussi que si vraiment il y a de la lumière de l'autre côté, quand on arrive en haut, on est un grand jeu. C'est-à-dire qu'on a toute la connaissance, on a toute la lumière. On est le jeu avec un grand J, c'est-à-dire on est une unité entière. C'est quoi le jeu en vérité? Alors, non, mais c'est pour ça que j'ai dit la réponse que je donne là est une possibilité parmi. Tu dis qu'il n'y a de jeu, il n'y a de jeu quand on est mort. C'est-à-dire il n'y a plus de jeu. Il n'y a plus de jeu. Quand on est mort. Non. Tout devient, en fait. Tout devient le jeu. Tout devient le jeu. Donc, il y en a plus. En fait, on a surmonté. C'est comme un peu avant la naissance. Parce qu'on se pose souvent la question, qu'est-ce qui se passe après la mort? Mais on pourrait se poser la question aussi, qu'est-ce qui s'est passé avant sa propre naissance? C'était à peu près, on était peut-être au même niveau. Et dans les invaincus, il y a, le personnage dit, j'étais mort beaucoup plus longtemps que vivant. Donc la vie, elle est par rapport à l'existence du tout. La vie, elle n'est rien. La propre vie n'est rien. Donc avant la naissance, qu'est-ce qui s'est passé avant la naissance? Surtout avant l'œuf. Avant la fécondation, parce que tout ce qui se passe in utero, on peut le filmer, mais ce qui s'est passé juste avant. Mais théoriquement, on devrait le savoir parce qu'on était présent. Eh oui. Ou pas? Mais si on était présent, on devrait avoir des traces en soi-même de ça. Mini pause musicale. Avec le temps. Va. Tout va bien. IDFM 98 de la bande FM, dernière partie de cette émission. Le temps s'écoulait de nouveau. Difficilement, lentement, par soubresauts, mais s'écoulait. Je savais les cycles antérieurs se chevaucher sur ce que j'appelais à nouveau une réalité, comme des flashs cérébraux, mais d'émotions, point. Même pas de tristesse quand je sortais du café de la crèche, laissant derrière moi mes compagnons de jeu pour m'en aller vers l'hôtel. Je me disais qu'il faudrait regarder plus attentivement, m'attaquer à mes illusions le moment venu. J'avais encore ce genre d'idée alors que l'air de jeu, J-E-U, s'inclinait de plus en plus. Andreas. Alors le temps, ça c'était Léo Ferré. C'était Léo Ferré et qui parle là aussi de la mémoire et donc avec le temps, les souvenirs s'en vont. Dans les invaincus, j'ai essayé. Il y a des accélérations dans le rythme du livre ou des ralentissements dans le livre qui me paraissent très importants. Le temps alors il y a dans un livre le traitement du temps dans un livre est quelque chose d'extrêmement difficile parce qu'il y a le temps de l'écriture. Dans ce livre-là, en ce qui me concerne, extrêmement long parce que j'ai mis presque 20 ans pour l'écrire. Il y a le temps de la lecture qui, pour ce livre-là, par exemple par rapport à l'effrayable, est plus court. Parce que
le livre est dans le style le plus facile à lire que l'effrayable. Et il y a aussi le temps inhérent au livre, donc le temps qui se passe dans le livre. On ne sait pas exactement, on ne saurait pas dire combien de temps se passe dans ce livre-là. Et la question, c'est toujours comment gérer ces 3 niveaux de temps différents. Et donc, j'ai des accélérations et j'ai des ralentissements. Mais je pense que dans notre vie à nous, c'est la même chose. Nous avons, par exemple, quand on dit, on repense toujours à la même chose. Alors, est-ce que le temps se passe vite à ce moment-là? Est-ce qu'il se passe lentement? Parfois, on dit, il faut rien faire, comme ça, le temps passe lentement. Ou on dit, c'est déjà 20 ans, sont déjà passés, j'ai rien fait, ou j'ai fait trop de choses, en fait, le temps se passe trop, c'est déjà passé, l'année a déjà passé, c'est de nouveau Noël, de nouveau. Donc, on a un rapport avec le temps qui est très difficile et qui est, évidemment, à mon avis, défini par la mort. Parce qu'on a peur, évidemment, tous, de la mort. Et donc, plus le temps passe, ça nous rappelle évidemment qu'on s'approche de la mort. Alors, on a toujours tendance à vouloir ralentir le temps ou à le remplir, comme on disait tout à l'heure. On a perdu du temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire perdre du temps? Enfin, est-ce qu'on peut retrouver 1 kilo de temps sous la table qu'on a perdu, quelque chose comme ça? Est-ce que rêver et remplir le temps d'une autre manière? Est-ce que dormir, par exemple, il y a des gens qui disent je veux pas dormir plus que 4 heures, sinon je perds le temps la nuit. Enfin. Donc c'est une question qui nous préoccupe tout le temps, le temps qui passe. Et dans le livre, j'ai essayé de thématiser en fait cette question-là aussi. Oui, c'est ça, c'est cette histoire de temps, mais en vérité, est-ce que ce livre, tu dis que t'as mis 20 ans pour l'écrire, mais est-ce que finalement t'es pas retourné à la Croix-Rousse? C'est pas le livre qui, lui, t'attendait. C'était pas plutôt ton écrit qui t'attendait. C'est-à-dire comme si t'avais pas terminé quelque chose là-bas. J'ai commencé à écrire avec l'idée qu'un jour j'écrirais ce livre. Et d'une certaine manière, je vois une trilogie entre l'effrayable, nébuleuse et les invaincus. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Et je pense que les invaincus sont l'aboutissement de ce processus-là. Tu voudrais dire qu'il n'y a rien derrière? Si, ça c'est déjà fait. Bon, ça c'est autre chose. Non. Il faut pas le dire parce que les éditeurs s'affolent. Non, je continue évidemment à écrire. Une amie qui a lu le livre m'a dit, tu as écrit comme libéré. Donc c'est beaucoup plus fluide et il faut se méfier quand même. Ça a l'air plus facile. Oui, c'est plus facile au niveau de l'écriture, mais c'est parce qu'on a la déconstruction. En fait, l'effrayable, c'est la déconstruction du mot. Nébuleuse, c'est la déconstruction de la syntaxe, et nébuleuse et les invaincus, c'est la déconstruction de l'histoire. C'est une histoire qui tourne en rond, qui n'est pas chronologique, enfin, qui pose des questions justement sur l'identité, sur la réalité. Donc évidemment aussi il y a une déconstruction, mais dans les mots utilisés, les phrases utilisées, ça a l'air plus facile. Mais bon, il faut se méfier de cette apparente facilité dans la lecture. Mais effectivement, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est libéré. Donc je sais pas, pour les suivants, ce sera peut-être complètement autre chose. Donc il faut quand même non plus se répéter dans... mais je trouve qu'il n'y en a aucun qui se répète. Non, justement, je voulais pas refaire un effrayable ou une nébuleuse, donc je souhaite surprendre aussi avec le... Puis t'as des jolies phrases, c'est bien que t'écrives en français sans essayer de changer ta langue, parce qu'il y a des très très belles images, je sais plus lesquelles, mais tu compares... je rentrais dans la nuit comme les lèvres dans un... Comme on trempe les lèvres dans un café froid. Ouais, ça, j'ai trouvé ça très beau. Il y a plein de poésie. Le français, en fait, le français est une très belle langue. J'adore le français. Et le français est rigolo aussi. Il y a plein d'expressions qui sont rigolotes. Enfin, on peut faire plein de choses avec le français. Je sais pas si on pouvait le faire avec l'allemand. Je n'ai jamais essayé. Les mots sont trop longs peut-être avec l'allemand, non? Parce que t'en rajoutes toujours. Il me semble que l'allemand est un peu plus sérieux quand même que le français. Mais bon, ça sont peut-être des idées aussi préconçues. Mais j'adore le français. J'adore la langue française. Est-ce que tu les traduis en allemand tes livres après? Non, tu veux pas. Si, j'aimerais bien. Tu serais le meilleur traducteur quand même. À l'autotraduction, je sais pas. Tu serais le meilleur traducteur de tes propres livres, non? Bon. Je sais pas, parce que l'autotraduction, c'est toujours un sujet assez difficile parce qu'on aura tendance à réécrire le livre, donc il faudrait quand même être fidèle au texte d'origine.
Oui, mais bon, pour l'instant, la question se pose pas parce que j'ai pas d'éditeur en Allemagne. J'espère que ça viendra. Donc, le livre s'appelle Les Invecus, INVECUS. C'est un mot qui n'existe pas. Non. Et qui va bientôt apparaître dans le langage courant. L'effrayable non plus. L'effrayable non plus. Non. Andreas Becker, littérature aux éditions de La Différence. Il y a une lecture par quelqu'un de bien, je crois, mercredi, c'est-à-dire après-demain. Oui. Alors, il y a la comédienne Brigitte Mogin qui a monté un spectacle qui était vraiment excellent, à mon avis, à partir de Nébuleuse, qu'elle a joué pendant presque 6 mois dans une toute petite salle à Montparnasse. Ouais. Et elle va lire des extraits de Les Invecus, qui sort officiellement le 7, donc en librairie, donc dans 3 jours. Et il y aura la soirée de lancement le 6 à 19h dans les locaux des éditions de La Différence, qui se trouvent 30 rue Ramponneau à Belleville, métro Belleville. Et en plus du lancement du livre, il y aura aussi un vernissage, parce que j'aurai le grand plaisir de montrer quelques-uns de mes gouaches que je... Des nouvelles ? Oui. Bon, eh ben c'est bien. C'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour terminer cette émission ? Que c'est un livre qui me tient énormément à cœur, pour lequel j'ai vraiment beaucoup travaillé. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un meilleur livre qu'un autre, c'est pas ça. Mais c'est un livre qui m'a fait beaucoup de travail. J'ai écrit pour arriver à 200 pages. Pour te donner une idée, j'ai écrit à peu près 2500 pages de manuscrits. Enfin, j'ai travaillé très longtemps là-dessus. C'est vraiment un condensé d'un très long processus. C'est un livre qui est fragile. Il faut peut-être le lire 2 fois de suite. Certainement. Parce que il y a des répercussions comme ça qui reviennent, en fait, des réminiscences, comme des rêves. Parfois des cauchemars, parfois des rêves. Et puis la deuxième fois, on comprend mieux ce que tu as voulu dire. Oui. Donc, c'est vraiment à lire parce qu'on revient aussi sur le père, sur la mère. En fait, ça s'imbrique un peu comme un puzzle. Il y a des clés qu'on peut pas trouver dès le départ, ça c'est clair. Non, il y a une sorte de jeu de piste aussi, bon, qui tient aussi tout le long. Et j'espère que ce sera un livre qui trouvera ses lecteurs, parce que j'ai travaillé pour, et c'est toujours un grand plaisir, en fait, d'échanger avec des lecteurs qui aiment ce que je fais. Il n'y a pas un petit passage que tu voudrais sortir une petite minute ? Tu vas le laisser s'ouvrir un peu où il veut. Savoir ni où, ni quand, ni comment. Pas chercher à savoir où, ou quand et comment. Laisser vagabonder l'esprit. Tremper ses yeux dans un monde aveugle, un doigt dans un milkshake, mi-bonbon rose, mi-sucre en rocks. Glisser la langue sur les lèvres, baver, avaler. Se bercer dans un doucereux « tu t'en vas ». S'accrocher à un monde qui défile plus vite de l'autre côté des vitres. Charenton, le Morvan, la Bourgogne, le Beaujolais, les Dombes, la banlieue lyonnaise, la traversée du Rhône, la gare de la Part-Dieu. Une géographie de la vie se dessinait à nouveau. Voilà, c'est le début du voyage qui amène à cette acceptation que je pense nécessaire du fait divers. Merci Andreas Becker. C'est moi qui te remercie, Joël. Merci beaucoup. Quand je sortirai de mon corps, comme un papillon, mieux encore, pour m'envoler vers d'autres ciels et découvrir d'autres soleils. Quand je partirai dans la nuit, entre les fleurs et les bougies, quand je partirai pour de bon, souviens-toi de cette chanson.